Bien, bonjour chers collègues. Voilà 3 ans à un mois près que le siège se consacre au rapport entre droit et vérité, ou plus précisément que nous nous consacrons à ce que nous ici, en tant que penseurs, penseuses du droit, on peut apporter ou non au débat actuel sur les post-vérités ou sur les alternative facts et autres nouveaux concepts, bref, à ces inflexions contemporaines que connaissent les prétentions politiques à la vérité, et des inflexions qui sont telles qu'elles nous semblent constituer un phénomène, et un phénomène interpellant, pour le dire, pour le dire avec légèreté, pour le dire avec bonne humeur. Donc le CEJ y travaille, et le CEJ, c'est non seulement, vous le savez, un lieu de travail très sérieux, mais c'est aussi une équipe sympathique, et Jeanne-Marie et moi, nous nous sommes rencontrés toutes les deux. Et puis c'est à l'occasion d'un café, un café informel entre nos deux congés de maternité, enfin respectifs, que nous avons entamé une discussion sur ce que le cycle en cours nous inspirait comme nouvelles idées, comme frustrations aussi, à partir de nos travaux respectifs en philosophie du langage, en études féministes, en théorie du droit au sens large. Et on s'est laissé prendre par la discussion, et c'est assez marrant, on a discuté en marchant du siège d'un gouvernement fédéré, au Conseil d'État, et donc on a croisé finalement art et loi au sens topographique, hein, pour les gens qui ne sont pas tout à fait férus de Bruxelles ou basés à Bruxelles, mais l'avenue des Arts croise la rue de la Loi, juste en périphérie de l'hypercentre de Bruxelles. C'est une station de métro donc, qui se situe là, qui s'appelle Arlois, et c'est bien entre art et loi que nous nous sommes rencontrés par le travail, dans un échange que vous avez, enfin comme ceux que vous avez certainement déjà vécu, quoi, ce genre de discussion où les idées rebondissent de l'une à l'autre, progressent hyper vite d'un argument à une contre-proposition. Bref, on a travaillé au sens fort, et depuis lors, ça se poursuit dans les interstices que nous laisse la vie académique surchargée que vous connaissez aussi. Et ça se poursuit au point que nos discussions, elles se soient structurées en un projet de recherche qui est porté par Jeanne-Marie, et puis en une proposition de prolongement ou de prolongation pour le cycle en cours au SCEJ, et c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. On a même parlé d'un sequel pour faire comme des scénaristes de séries télé. Mais voilà, par la séance d'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous soumettre notre idée. Et cette idée, elle s'inscrit vraiment dans la droite ligne des interventions en fait, qu'on a eu la chance d'entendre ici depuis 3 ans. Elle s'inscrit dans la droite ligne de ces interventions parce qu'elle s'en est très directement nourrie, mais qu'en même temps, elle a pour objectif de structurer le propos ou de structurer le travail collectif. On a eu l'impression, en effet, que souvent, à l'issue de présentations pourtant très variées, nos échanges revenaient aux mêmes constats, aux mêmes hypothèses, qu'en même temps, on avait envie que ça se prolonge, mais que ces prolongements, ils étaient un peu filants, un peu fuyants parfois, et on a eu envie d'approfondir au sens premier, quoi, de vraiment déterminer plus en profondeur ce que les juristes peuvent jouer ou non comme rôle dans le contexte social délétère que nous connaissons, d'une part, mais aussi de déterminer plus profondément ce que les pratiques de la vérité, et je dis pratiques de la vérité à ce stade, on va préciser, ce que les pratiques de la vérité donc peuvent nous apprendre sur le droit, donc ce que les juristes peuvent faire au vu de leurs pratiques de la vérité, ce que leurs pratiques de la vérité peuvent nous apprendre sur le droit. Et les pratiques en général, pas seulement celles des juristes. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous soumettre notre proposition, c'est travailler en 3 temps. Le troisième sera plus long que les 2 premiers. Je vais d'abord vous exposer les 3 constats que Jeanne-Marie et moi avons tirés des séances qui ont eu lieu depuis 3 ans, depuis début 2022, donc sur la rencontre entre droit et vérité. Donc, je le répète, les contributions, elles ont été vraiment très variées, au vu de leurs objets, au vu de leurs méthodes aussi, de domaines également. Mais il nous semble que vraiment certaines idées se sont presque systématiquement dégagées des discussions, et c'est celle-là qu'on a envie de reprendre pour vous et avec vous aujourd'hui. C'est le premier temps. Ensuite, deuxième temps, on va tâcher de montrer que ces constats qui se sont dégagés au SCEJ, eh bien, ils font fortement écho à la philosophie contemporaine de la vérité, et même plus précisément que ces constats, ils en appellent à une approche pragmatique de la véridiction. On vous exposera notre hypothèse par rapport à ça. Et puis enfin, troisièmement, on formulera des objectifs affinés, redéfinis pour le siège, et on vous proposera une méthode pour les poursuivre, une méthode fondée sur les travaux de John Langshaw Austin, dont Jeanne-Marie vous proposera une synthèse condensée. 3 temps donc,
les constats que nous avons tirés, ce en quoi ils nous paraissent faire écho à la philosophie contemporaine de la vérité, et ce faisant nous en appeler à une approche pragmatique de la véridiction, et enfin voilà, la formulation d'objectifs et d'une méthode relative à cette approche de la véridiction. Et puis en conclusion, on ira jusqu'à vous proposer une variété d'interventions qui nous semblerait pouvoir vraiment merveilleusement répondre à notre proposition. Donc vous l'avez compris, c'est une proposition, mais en fait c'est aussi une invitation à votre endroit, que vous soyez présent ici ou que vous nous écoutiez en différé. Trois constats qui nous paraissent être dégagés de façon récurrente des débats menés au siège depuis 3 ans. Premier constat, il nous semble qu'a été dit et répété ici au siège que les juristes détiennent une connaissance et une pratique particulière de la vérité en tant que construction. C'est-à-dire que chez les juristes, en droit, le fait que les modes de véridiction soient conventionnellement établis, c'est quelque chose d'explicite, de conscientisé. En droit, on assume sereinement qu'un dossier soit constitué, qu'une preuve puisse être crédible, mais pas pour autant recevable, qu'une décision s'appuie seulement sur une partie des faits, etc., etc. Bref, on ne prétend pas accéder à une vérité préexistante ou même existante. Ce dont il s'agit, c'est de juger ou de travailler sur la base de vérités construites. Premier constat récurrent, donc, les juristes détiennent une connaissance et une pratique particulière de la vérité en tant que construction. Deuxième constat, il nous semble que les invités et les membres du siège ont régulièrement souligné que ce caractère conventionnellement établi de la vérité, donc de la vérité et de ses modes d'établissement, le fait que ça soit construit, tout ça, ça ne va pas de pair pour autant avec un arbitraire et l'interdiction de toute objectivité. La vérité est construite, c'est vrai, mais cela n'implique pas que n'importe quelle assertion soit tenue pour vraie, ou pour le dire autrement, que toute construction soit source de vérité. Il y a construction, mais ce n'est pas pour autant que tout est source de vérité, et ce n'est pas pour autant non plus que rien n'est objectif ou que rien n'est vrai. Troisièmement, on a pu relever à plusieurs reprises que la quête de la vérité ne fait pas partie, en tout cas pas toujours, pas d'abord, pas de façon évidente, ne fait pas partie des objectifs majeurs du droit. Donc, les moments de véridiction en droit, les façons de construire la vérité en droit sont vraiment très diverses, mais ce n'est pas pour autant que la vérité est un objectif poursuivi nécessairement dans la pratique du droit ou même dans sa théorie. Alors, par exemple, on peut dire que bien sûr c'est indispensable en démocratie que personne ne soit sanctionné pour des faits qu'il ou elle n'aurait pas commis, mais le but des règles pénales, c'est pas pour autant la vérité. C'est la répression, ou la prévention, ou la réparation, ou un peu de tout ça. Quand bien même les condamnations pourraient contribuer à une forme de mémoire collective, etc., leur objectif, c'est pas d'abord la vérité. Autre exemple, dans un tout autre domaine du droit, il peut être crucial que la véritable intention de co-contractant soit identifiée, ou que l'authenticité d'une pièce soit avérée, oui, ça peut être crucial, mais les fins de cette intention à déceler ou de cette authenticité à avérer, les fins, c'est pas la vérité, ça peut être la célérité des échanges commerciaux, ou la sécurité des échanges commerciaux, ou une forme de paix sociale, enfin bon, on le dit vite ou mal, sans exhaustivité, sans détail, la quête finale, l'objectif principal, c'est pas nécessairement la vérité. Et donc, c'est à partir de ce triple constat que nous avons conçu le prolongement et l'inflexion du cycle des travaux sur droit et vérité menés au siège depuis janvier 2022, et donc que nous vous proposons collectivement de réfléchir au comment les juristes construisent ce qui fait vérité, ainsi qu'au pourquoi de ce comment. L'objectif étant, ce faisant, d'en savoir un peu plus sur la vérité, mais aussi sur le droit. Donc expliquons-nous. Donc, c'est le deuxième moment de cette intervention. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que nos travaux au siège font fortement écho à la philosophie contemporaine de la vérité, ce qui a pu déjà d'ailleurs apparaître dans un certain nombre d'interventions, et même, là on va peut-être un peu dans une autre direction, ou en tout cas dans une direction un peu plus spécifique, que nos travaux, donc au siège, en appellent à une perspective pragmatique de la véridiction, laquelle perspective pragmatique paraît tout particulièrement pertinente pour étudier le droit et mener à une proposition.
il semble intéressant de travailler à une théorie de la véridiction en droit. Le premier enseignement que l'on peut tirer des deux premiers constats, donc je vous le rappelle, les juristes savent et pratiquent la construction de la vérité, premier constat. Deuxième constat, cette construction n'en fait pas un arbitraire. Donc le premier enseignement que l'on peut tirer de ces deux constats couplés est en effet que la réflexion sur le droit vient interroger des conceptions fréquentes et puissantes de ce qu'est la vérité, et s'inscrit par là même au cœur des débats contemporains sur l'idée de vérité, et plus précisément au cœur de débats très vifs en philosophie du langage et en épistémologie contemporaine. En effet, à la question « existe-t-il une possibilité de dire une vérité qui soit objective ?», on peut répondre par trois types d'argumentation. Précisément, cette question a donné lieu à trois types d'argumentation. Je schématise à des fins didactiques, j'ai envie de dire. Donc, a donné lieu à trois types d'argumentation dans la philosophie contemporaine. Les considérations sceptiques, c'est impossible. La perspective relativiste, c'est possible, mais cette vérité n'est pas objective. Et enfin, la défense de l'objectivité de la vérité. Oui, c'est possible, on peut dire une vérité objective. Et ces trois types d'argumentation sont déployés dans une littérature extrêmement vaste et qui ne va pas sans croiser des travaux en théorie du droit, on y reviendra. Or, depuis Descartes, pour le dire là encore de manière schématique, l'essentiel des travaux consacrés au relativisme et au scepticisme les ont étroitement associés à la théorie de la connaissance. Mais une littérature de plus en plus abondante les aborde par le prisme de la philosophie du langage, en se fondant sur l'idée, qui constitue aussi l'un des postulats méthodologiques que nous vous proposons aujourd'hui, donc en se fondant sur l'idée selon laquelle on n'a jamais accès qu'à ce que l'on peut connaître que parce qu'on formule dans un langage, c'est-à-dire par le biais de ce que l'on est susceptible d'accomplir par la parole. En entendant par là, en première intention, l'usage toujours circonstancié, singulier, que chacun fait du langage. Donc selon ce parti pris, il est impossible de considérer la question de la vérité indépendamment de celle, de la possibilité et des modalités de son énonciation. Donc penser la vérité, c'est penser la véridiction. Ce parti pris théorique s'est développé dans le champ de la philosophie du langage contemporaine, à la suite d'auteurs comme Wittgenstein et Austin, qui, ce qui est intéressant, c'est de noter que ces auteurs ont donné lieu à des lectures en fait, qui sont variées et parfois parfaitement antinomiques, pour reprendre ma typologie, relativiste, sceptique, objectiviste, on trouve toutes les variantes. Et que ce parti pris s'est aussi développé, c'est une autre lignée, j'ai envie de dire, dans une lignée pragmatiste, dans laquelle s'inscrivent de nombreuses théorisations de l'assertion. Je pense à des auteurs comme Brandom, Habermas, Williamson. Bon, il y a là aussi plein de possibilités, plein de variantes. Mais ce parti pris, dans sa généralité pour le moment, nous paraît raisonnable et fécond en tant que tel. Mais surtout, il paraît évidemment pertinent dès lors qu'on étudie le fait juridique, dont la nature primordialement linguistique paraît manifeste. De fait, ont été développées déjà diverses théories de la nature langagière du droit. On peut penser d'une part, très directement lié à ce qu'on va vous proposer, à l'ensemble des travaux qui s'inscrivent à la frontière du droit et de la théorie des actes de parole, donc dans la lignée ouverte par Austin et Hart, son interlocuteur privilégié à Oxford. On doit penser aussi, dans une autre variante, l'interprétativisme de Ronald Dworkin, ou à la nouvelle rhétorique de Perelman, qui, dans des approches bien distinctes, et sans d'ailleurs que ce soit là nécessairement leur objectif, mettent nos usages du langage, et donc leur logique propre, au cœur de la théorie du droit. Bon, mais alors, s'il est bien clair que le droit est du langage, ça a souvent été développé ici, au siège, avec François Host notamment, donc s'il est bien clair que le droit est du langage, il paraît particulièrement pertinent d'étudier la question de la vérité en droit en assumant totalement ce point, et donc comme étant d'abord une question de véridiction. Et voilà précisément ce que nous entendons développer dans le cadre de ce nouveau cycle. À la question « peut-on connaître la vérité ? Si oui, en quoi cela consiste-t-il ?» Nous voulons substituer la question « est-il possible, nous est-il possible de dire la vérité ? Et si oui, comment ?» Et dès lors, on en vient à se demander « que signifie dire la vérité en droit ? Est-ce possible ? Et si oui, la vérité que l'on peut établir est-elle objective, est-elle relative, est-elle intersubjective, est-elle fictionnelle ?» D'autres adjectifs seraient possibles. Selon quelles conditions ou modalités ?
Sur ce point, il nous semble qu'en théorie du droit, on peut observer une forme d'indétermination. Et c'est donc l'un des objectifs aussi qu'on entend poursuivre, on y reviendra, non pas résoudre cette indétermination, mais peut-être la réduire ou en tout cas la comprendre, en éclairer les motifs, en éclairer les enjeux. Autrement dit, il nous semble qu'avec les outils de la philosophie du langage, on peut trouver une façon d'élucider quelque chose sur le droit, ou d'élucider en tout cas un pan de la théorie du droit, un pan de la façon dont le droit est conceptualisé. Et donc, on y reviendra, mais donc l'idée c'est que le droit dans sa pratique de véridiction, la façon dont on dit la vérité en droit, semble pouvoir être utile pour éprouver, pour renforcer, pour peut-être réorienter certains des postulats ou certains des axiomes de la philosophie contemporaine du langage, mais en même temps, il nous semble que certaines des conceptualisations proposées ou décelables en philosophie contemporaine du langage nous permettra, nous l'espérons, de clarifier certains aspects, certains pans de la théorie du droit qui nous paraissent assez indéterminés. Alors, je reviens, pour bien l'expliquer, au constat par lequel on a ouvert cette intervention. Donc, en droit, il nous semble explicite, conscientisé que les modes de véridiction sont conventionnellement établis. De même, il nous semble qu'on est revenu plusieurs fois ici et qu'on a pu le démontrer. Le fait que les modes de véridiction soient conventionnellement établis n'implique pas qu'ils soient arbitraires. Ce qui est intéressant, c'est que il nous semble qu'en théorie du droit, finalement, tout cela va de pair, peut-on le dire, avec une conception antidogmatique de la vérité. Pour le dire plus précisément, la pragmatique juridique, donc qui met l'accent dans la théorie du droit sur le droit comme pratique linguistique ou comme discours ou comme langage, ça dépend un peu comment c'est présenté, ces façons de conceptualiser le droit vont le plus souvent de pair avec, c'est assez logique, une conception antidogmatique de la vérité. On le voit chez Paul Amselec, on le voit chez François Host, on le voit tout récemment chez Éric Millard encore. Donc il y a un point d'accord qui n'est pas très discuté, tout le monde est bien d'accord là-dessus. La vérité du droit est construite, elle ne correspond pas à une réalité qui lui préexisterait, ou en tout cas là n'est pas la question. Donc on constate chez les penseurs et les penseuses du droit, et on a pu vraiment le vérifier souvent ici, une volonté de s'inscrire dans le champ de l'épistémologie contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a une critique de la conception correspondantiste classique de la vérité au profit d'une forme de constructivisme. On le voit chez Dworkin, on le voit chez Host et Van de Kerkhove, c'est bien l'idée. Donc il y a une idée à partir de la théorie du droit, contribuer à l'épistémologie contemporaine. Par ailleurs, on voit aussi qu'il y a un souci, dans cette littérature en théorie du droit, un souci de penser la spécificité de la vérité juridique ou la spécificité de la vérité en droit par rapport à d'autres régimes de vérité. Par exemple, des régimes de vérité scientifiques. On en a parlé ici l'an dernier. On peut penser aussi aux travaux d'Olivier Leclerc, par exemple. La vérité en droit, ce n'est pas le même registre que d'autres types de vérité, par exemple scientifiques. Donc on admet finalement assez généralement que l'établissement des faits n'est pas dissociable d'une interprétation, et même la doctrine elle-même admet tout à fait sans problème finalement que les régimes de preuve sont divers. On ne prouve pas de la même façon dans le temps, on n'a pas toujours prouvé de la même façon entre les branches de droit, on ne prouve pas de la même façon en civil et en pénal, et on ne prouve pas non plus de la même façon dans tous les ordres juridiques, on ne prouve pas de la même façon en Belgique qu'au Canada par exemple. Donc tout cela révèle bien qu'il existe différentes façons d'établir la vérité, et finalement, on est d'accord à ce sujet. Il y a accord, mais pour autant, il nous semble qu'il y a une forme d'indétermination théorique. Pourquoi ? Parce que la prise en compte de la dimension pragmatique de la véridiction juridique nous semble pouvoir aboutir, comme l'a évoqué Jeanne-Marie juste avant, à l'idée que finalement, cette véridiction, elle peut être objective, soutient Dworkin à force d'efforts, en faisant beaucoup d'efforts en ce sens. Son caractère peut aussi être intersubjectif, donc chez Perelman on trouve l'idée qu'il ne s'agit pas de chercher le vrai mais plutôt le raisonnable, ou de construire le raisonnable plutôt que le vrai. Chez Host et Van de Kerkhove, dans des travaux relativement anciens, au début des années 90, on trouve l'idée d'une construction qui mène à quelque chose de surréel. Chez d'autres, on trouve l'idée que cette vérité construite est fictionnelle. Bref, il y a toute une pluralité d'hypothèses qui renvoie à une grande
pluralité de références. Des références à des auteurs finalement très très variés qui sont loin d'être d'accord ou sur la même ligne. Hein. Austin, Searle, Merleau-Ponty, Foucault, Ricoeur, Morin, Rorty. On trouve vraiment, donc pour le dire autrement, des hypothèses et des sources ou des fondements qui sont vraiment très très variés derrière un accord qui pourtant paraît très très consensuel. Et c'est par là que nous percevons une forme d'indétermination. Et cette indétermination, il nous semble, et c'est assez logique, avoir pu l'apercevoir aussi au cours de ces 3 dernières années dans nos débats. Et c'est ce qui nous a mené à penser qu'un cadre peut-être précisé, renouvelé en tout cas, serait utile à réduire cette indétermination, savoir mieux de quoi on parle. J'en viens à partir de là à la 3e partie de notre intervention. Hein. On vous a dit 3 constats, c'est la première partie, deuxième partie, des échos en philosophie contemporaine, de la connaissance peut-être, du langage certainement, du droit visiblement aussi. Et dans cette 3e partie, on veut vous exposer les objectifs qu'on aimerait vous inviter à suivre au cours des séances à venir, et aussi la méthode qu'on vous propose à cette fin. Pour cette nouvelle partie du cycle, donc, on vous propose de reprendre à nouveau frais la question de la vérité en droit, en examinant précisément, rigoureusement, les modalités, les règles, les enjeux de la véridiction juridique. Ce faisant, penser les choses ainsi, donc, c'est adopter une perspective qu'on peut qualifier de pragmatique, au sens où il s'agit de refuser toute idéalisation a priori de la véridiction. Il s'agit aussi de faire un sort au caractère concret et historique de toute énonciation. Concrètement, ça veut dire que nous voulons interroger, nous vous invitons à interroger, non plus exactement ce que serait la vérité dont il est question en droit, mais plutôt ce en quoi consistent les actes par lesquels il s'agit en droit de dire la vérité. Les actes, et non pas l'acte, dans l'idée bien qu'il n'existe pas une vérité, mais une pluralité de vérités dites en droit. On le sait, hein, entre l'acte de langage de celui qui témoigne à la barre, l'acte de langage du notaire qui fait connaître le contenu d'un testament enregistré par ses soins, ce sont différents actes de langage, différentes pratiques de la véridiction qui ne remplissent pas les mêmes fonctions, qui n'obéissent pas aux mêmes critères, qui n'obéissent pas aux mêmes conventions. Et donc ce à quoi on voudrait vous inviter, c'est, je le répète, reprendre à nouveau frais cette question en déterminant en quoi consistent ces actes par lesquels en droit il s'agit de dire la vérité. Donc, notre idée, notre proposition est de déployer une pragmatique de la véridiction juridique à l'intersection donc de la philosophie du langage, austinienne au premier chef, j'y reviendrai dans un instant, et de la théorie du droit. En partant des façons dont la vérité est établie ou reconnue par la pratique et ou selon les règles explicitement consacrées, il s'agira d'examiner ce qui fonde cette ou ces vérités, dans quelle mesure et quel registre, à quelles fins officielles ou officieuses et avec quel succès. Quel type de vérité est-il mobilisé et pourquoi? À l'oral ou par écrit, une différence très importante, en public ou en privé, de façon libre ou dans le respect de contraintes formelles, on dit le vrai en droit de façon diverse, selon les procédures, les branches du droit, les acteurs et actrices concernés. Lorsque des solennités sont exigées, qu'un dispositif particulier est mis en œuvre pour recevoir la parole de certaines catégories de justiciables, que la recevabilité d'une preuve est limitée, qu'une erreur ou un faux sont régularisés, il s'agit d'autant de conditions de véridiction posées juridiquement. Nous voulons étudier donc ces conditions et essayer d'établir leurs raisons. L'objectif principal, nous l'avons déjà suggéré, indiqué, c'est de contribuer à comprendre, à partir des règles et pratiques juridiques, ce que signifie établir la vérité en général, non, modestement. L'hypothèse ici est en effet que la vérité en général, en tant qu'elle relève d'une évaluation du rapport de nos discours aux faits, c'est cela la vérité, c'est une évaluation du rapport de nos discours aux faits, d'un certain type de rapport, et de quel type de rapport il s'agit, c'est tout le problème. Donc elle relève d'une évaluation du rapport de nos discours aux faits, eh bien elle s'établit, cette vérité, cette évaluation, selon des conditions diversifiées et toujours contextuelles, mais qu'elle n'est pas pour autant arbitraire, et que le droit, on l'a souligné, parce qu'il est explicitement formalisé, est révélateur à cet égard. On maintient donc cette idée, qui sous-tend le séminaire depuis 2022, qu'examiner la façon dont la vérité est construite et maniée par les juristes peut soutenir la réflexion
sur les pratiques, exigences ou conditions de vérité qui sont de mise dans les autres domaines de la vie sociale. Au sens où, dans les autres domaines de la vie sociale, la vérité, comme en droit, s'établirait selon des conditions diversifiées et toujours contextuelles. Un double objectif plus modeste, en quelque sorte, s'esquisse à cette ambition généraliste. D'une part, dans l'intérêt des juristes au premier chef, il s'agit de connaître mieux, par ce projet, la façon dont la vérité s'articule aux fonctions et objectifs du droit. Pour le dire autrement, pour le dire plus précisément, le but est d'identifier ce que les conditions juridiques de la véridiction révèlent de l'utilité que revêt la vérité en droit et pour le droit. Pourquoi est-ce que la vérité est parfois requise et en quel sens? Et cela en clarifiant quelles vérités sont recherchées en droit et donc pourquoi. Cela suppose de se demander au fond quel type de rapport aux faits, éventuellement multiples, sont recherchés et ou requis par le droit, dans quelles circonstances, dans le cadre de quelle procédure, pour le respect de quelle formalité, et pourquoi. Pourquoi le droit aurait besoin que tel ou tel type de rapport aux faits soit établi. Ceci nous permet de souligner un point relatif à l'objectif principal indiqué à l'instant. Notre conviction est que le droit est donc non seulement un lieu de réflexion utile, mais qu'il est un laboratoire privilégié, particulier, pour étudier ce que signifie dire la vérité. Dès lors qu'on y est nécessairement confronté à la question, des pratiques dans lesquelles la question de la véridiction se trouve prise. De ce point de vue-là, en quelque sorte, le droit nous vaccine a priori contre toute absolutisation de la vérité ou pour toute pensée apragmatique de la vérité. Le droit nous impose en quelque sorte, et c'est son intérêt, c'est un intérêt théorique immense en fait, nous impose de penser les enjeux avec lesquels la vérité est articulée du fait que notre réflexion sur la véridiction s'articule nécessairement avec une réflexion sur les fonctions et les finalités du droit. On peut renvoyer bien sûr aux travaux de François Austin à ce propos. En ce sens, examiner la vérité en droit permet bien d'interroger la vérité dans la vie, c'est-à-dire ce type de rapport, ce type d'adéquation aux faits que nous désignons grâce au nom de vérité, tel qu'il compte et qu'il existe effectivement pour nous, dans nos existences sociales, dans nos vies concrètes. En tant que ces vies concrètes, bien sûr, ne sont pas réductibles à des dimensions matérielles, mais intègrent aussi les ordres symboliques, imaginaires, intellectuels, etc. D'autre part, un second objectif modeste, entre guillemets, dans l'intérêt des philosophes du langage au premier chef, nous proposons d'examiner dans quelle mesure les hypothèses de John Austin, John Langshaw, sont adéquates, suffisantes et révélatrices pour penser ce que signifie la véridiction juridique. Aussi fréquemment qu'au fond assez vaguement présentée comme pertinente et vérifiée en droit, sa grille d'analyse répond-elle vraiment à la pratique des juristes? Le but est ici de mesurer si et comment elle permet de structurer l'agir, ou plutôt le dire juridique, d'en comprendre les succès et les ratés, et donc les raisons d'être. Donc j'en viens aux clés, à la grille que nous vous proposons pour atteindre cet objectif, que nous proposons au siège, de manière générale, là encore. Alors, le cadre théorique donc, que je vous propose ici, que je vous présente ici, est celui de la théorie du langage développée par John Langshaw Austin, à ne pas confondre, je parle en particulier aux juristes, avec le juriste et philosophe du droit John Austin, qui vécut au début du XIXe siècle. Je parle bien de John Austin, professeur de philosophie à Oxford au milieu du siècle dernier, auteur du célèbre How to do things with words, et collaborateur de Herbert Hart, qui était titulaire de la chaire de jurisprudence à l'université d'Oxford, de 1952 à 1968. Et cette collaboration est très importante, et aussi c'est une des choses qui nous soutiennent de notre démarche, parce que Austin co-anima avec Hart un séminaire sur le droit et la question de la promesse dans les années 40, et c'est dans le cadre de ce séminaire que germa, en particulier, la théorie des actes de langage. Alors pourquoi ce cadre nous paraît-il pertinent et heureux d'un point de vue heuristique? Pourquoi adopter ce cadre pour penser la véridiction juridique? On l'a dit, il y aurait d'autres sources théoriques possibles. Alors les raisons en sont diverses et entrelacées. Alors la première grande vertu de la perspective austinienne, compte tenu de notre problème, est qu'elle pense le langage comme étant d'abord et avant tout, essentiellement, intrinsèquement, une action. Pour Austin, la philosophie du langage est d'abord une philosophie de l'action. Et cela même lorsque les énoncés que l'on considère visent à décrire le réel. Il faut prendre la mesure de l'originalité de cette position.
Nous savions, bien avant Austin, que certains énoncés, certains usages du langage permettaient d'agir sur le monde. Ce n'est pas la découverte d'Austin. Dans sa rhétorique, Aristote ne parlait déjà pas d'autre chose. On peut penser aussi à l'analyse des actes de langage, tels que le sacrement, le sermon, l'aveu, qui traversent la pensée médiévale. Une autrice comme Irène Rosier-Katache a largement étudié ces actes de langage dans la pensée médiévale. La pensée d'Austin constitue un cadre d'analyse spécifique et particulièrement adapté à notre objet, car elle ne consiste pas à insister sur le fait que parfois, dans certains cas, ni même le plus souvent, les paroles des humains constituent des actes, mais le cœur de sa théorie consiste à soutenir que les paroles des humains constituent toujours des actes, susceptibles d'être évalués pour cette raison comme réussis ou ratés, heureux ou malheureux. Et cela, encore une fois, même lorsque ces actes consistent à dire la vérité sur le monde, à le décrire d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire à énoncer des faits. De ce point de vue, la pensée d'Austin consiste non pas à dissoudre, en tout cas pas en première instance, mais à inclure le champ problématique de la vérité et de la véridiction dans le champ problématique de l'action. À considérer, en somme, que pour penser adéquatement la vérité, il faut penser la véridiction, et que celle-ci doit être pensée comme une action. Une action dans et par le langage, et donc un type spécifique d'action, mais une action tout de même. Le mouvement théorique d'Austin relativement au concept de performatif est emblématique de cette révolution théorique. Partant du constat selon lequel parler a des effets tout à fait réels, comme lorsque deux adultes, dans certaines circonstances bien particulières que l'on appelle un mariage, échangent leur consentement et se retrouvent ainsi mariés et affublés ainsi de tous les droits et devoirs auxquels cela correspond, Austin s'interroge. Comment rendre compte de ce constat? Doit-on diviser le champ de la parole en deux, en mettant de côté les constatifs, qui seraient l'ensemble des énoncés qui viseraient à dire la vérité, et seraient donc vrais ou faux, et de l'autre, les performatifs, qui seraient les énoncés qui auraient des effets, et qui seraient donc heureux ou malheureux. On aurait deux types d'énoncés. À cette question, John Austin répond sans ambiguïté, non. Et l'on peut même dire que le cœur de son travail consiste à refuser cette dichotomie. Pourquoi? Eh bien parce que parler ne consiste jamais à accomplir uniquement une description qui serait évaluable en termes de vrai et de faux. Car décrire ou énoncer des faits, d'une manière ou d'une autre, c'est accomplir une action qui a toujours un contexte, des conditions, des effets et des conséquences, et qui peut donc être décrite à différents égards, selon certains critères, inévitablement divers, comme réussi ou raté. Lorsque nous parlons, même si notre action consiste à réaliser une description, nous accomplissons toujours un acte, en l'occurrence un acte de description, qui possède des conditions de félicité et d'infélicité, et non seulement des conditions de vérité. Pour reprendre un exemple célèbre d'Austin, une condition de félicité de l'énoncé « le chat est sur le tapis » est que je crois que le chat est sur le tapis. Ce que révèle le fait que l'énoncé « le chat est sur le tapis et je ne le crois pas » est, comme le dit Austin, une chose extravagante à dire, un énoncé malheureux, qui peine à signifier quoi que ce soit. Tous les actes d'énonciation, constatifs ou non, sont donc des actes de discours qui sont susceptibles d'échec et qui ont des effets qui engagent notre responsabilité. Donc, premier point, pourquoi Austin? Le cadre austinien est pour nous particulièrement heureux d'un point de vue heuristique parce qu'il nous permet de considérer la véridiction comme une action qui a des effets et des conséquences, comme toute action, et qui aussi, comme toute action, là encore, a des conditions, qui pour certaines sont des conditions sociales. Ces effets, conséquences et conditions variant selon la situation dans laquelle a lieu cette action. De ce point de vue-là, la variabilité de l'analyse de la véridiction selon la situation paraît une force supplémentaire de la perspective austinienne, dès lors que cette variabilité paraît évidemment pertinente pour étudier le droit, comme on a pu le suggérer déjà, l'idée d'une théorie uniforme de la véridiction juridique paraissant pouvoir être a priori considérée comme dénuée de pertinence. On touche ici au deuxième aspect qui rend la pensée d'Austin si précieuse a priori. L'un des aspects saillants de sa théorie du langage est en effet qu'il va insister sur le fait que si toute énonciation est une action, toute énonciation peut s'analyser de différentes manières, en envisageant de différentes façons ses effets, ses conséquences, ainsi que les conditions de celles-ci, selon la question que l'on se pose, et plus précisément, la dimension de l'énoncé qui nous importe alors. Au fond, il s'agit ici d'un résultat de philosophie de l'action, que l'on peut appliquer sans solution de continuité à la philosophie des speech acts.
il y aura différents textes possibles, mais par exemple pour ce champ de la philosophie de l'action, je vous renvoie à un texte, la pluralité des descriptions de l'action chez Austin et Anscombe, de notre collègue Valérie Aucouturier, qui décrit cela très bien. Je reprends juste rapidement un exemple, donné par Austin dans la 8e conférence de Candier-Sefer. Quand on décrit une certaine action en réponse à la question « qu'a-t-il fait ?» Je peux répondre « il a bougé son doigt sur la détente », ou bien « il a appuyé sur la détente », ou bien « il a tiré un coup de fusil », ou bien « il a tué l'âne ». Je peux décrire la même action de 4 manières différentes, au moins. Ces 4 descriptions sont 4 descriptions correctes de la même action. Leur justesse, le fait qu'elles répondent plus ou moins bien à la question posée, va dépendre de la question posée et de la situation de parole, c'est-à-dire de ce qui était précisément en jeu dans la question initiale, et dans le contexte discursif dans lequel cette affirmation est faite. L'essentiel ici est qu'une action peut être analysée correctement de différentes manières, et qu'il en est de même, donc, d'une action par la parole, et donc d'une véridiction. Or, Austin nous fournit une méthode qui nous semble encore féconde pour analyser les différentes dimensions de la véridiction en droit. En effet, la méthode qu'emploie Austin pour faire apparaître ces différentes dimensions de l'action par la parole est une méthode par les échecs. En étudiant différentes manières par lesquelles un acte d'énonciation peut échouer, Austin met en valeur différentes dimensions de cet acte, c'est-à-dire différentes descriptions possibles de l'action en laquelle il consiste. C'est en appliquant cette méthode qu'il aboutit à la fameuse tripartition du locutoire, de l'illocutoire et du perlocutoire qui va nous intéresser particulièrement pour des raisons que je vais expliciter dans un instant. Mais d'abord, présentons cette tripartition. Alors, là, c'est le moment où vous pouvez utiliser vos petits exempliers. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai donné tout mon exemplaire également. Je crois qu'il y en a... Sinon, je l'avais pris. Hop. Est-ce que tout le monde en a un? Il n'en reste pas. Tout le monde a de quoi? Vous avez... Il en reste un, si vous voulez. Ah, bah, c'est sûr. Alors, présentons cette tripartition. Donc, je vous invite à regarder le texte 1. Ou plutôt le texte 2. Le texte 1, c'est une petite introduction que vous pourrez lire chez vous. Alors, Austin écrit qu'exécuter un acte locutoire consiste à faire quelque chose. Cela inclut, dit-il, la production de certains sons. C'est après les 2 petits points. Cela inclut la production de certains sons, celle de certains mots dans certaines constructions verbales, et leur production avec une certaine signification, dans le sens préférentiel que donnent les philosophes à ce terme, à savoir avec un certain sens et une certaine référence. Faire, au niveau locutoire, c'est simplement dire. L'action à laquelle correspond cette dimension de l'acte de parole consiste ainsi à réaliser un discours. Mais l'objet essentiel de l'étude austinienne, selon ses propres termes, c'est l'acte suivant, l'acte illocutoire. En effet, donc, je vous invite à lire cette fois la citation suivante. Pour un énoncé donné, identifier l'acte illocutoire exige de s'interroger sur la façon et le sens dans lesquels on utilise la parole à cette occasion. Qu'écrit Austin, c'est la citation 3. Lorsque nous accomplissons un acte locutoire, nous utilisons la parole. Mais de quelle façon précise l'utilisons-nous à cette occasion? Car il existe de nombreuses fonctions de la parole, ou de façon dont nous l'utilisons. Et en un certain sens, sens B, notre acte sera très différent selon la façon et le sens dans lesquels on utilise la parole à cette occasion. La différence est considérable entre le conseil, la simple suggestion et l'ordre véritable, entre la promesse au sens strict ou la simple et vague déclaration d'intention, et ainsi de suite. Ce qui importe à ce niveau, c'est donc la manière dont on identifie cette façon et ce sens qu'Austin nomme valeur un peu plus loin. Ce qui permet alors de caractériser les différentes valeurs illocutoires du discours, ce ne sont pas leurs effets, considérés dans leur globalité, mais beaucoup plus spécifiquement leurs conséquences conventionnelles. L'acte perlocutoire, par contraste, est en effet défini en ces termes. Je vous invite à regarder la quatrième série de citations. Il y a encore en effet un autre sens, c'est dans lequel accomplir un acte locutoire, et ce faisant un acte illocutoire, cela peut également consister à accomplir un acte d'un autre type. Le fait de dire quelque chose aura souvent, ou même normalement, certains effets subséquents sur les sentiments, les pensées ou les actions de l'auditoire, du locuteur ou d'autres personnes encore. Cela peut d'ailleurs être dit avec le dessein, l'intention ou l'objectif de les produire. Par contraste avec la définition de l'illocutoire, il s'agit avec le perlocutoire, non d'acte effectué en disant quelque chose,
mais d'actes que nous suscitons ou accomplissons du fait de dire une chose. Alors je prends un exemple, juste pour illustrer, on pourrait commenter cette tripartition longuement, ce n'est pas notre objet ici, c'est juste pour vous donner une idée du cadre général, et je vais prendre un exemple avec une affirmation. Cette fleur est une pivoine. La locution, l'acte locutoire, est l'acte qui consiste à dire quelque chose qui a un sens, compréhensible. Cette fleur est une pivoine, en faisant référence à cette fleur, celle-ci là, que vous voyez devant vous, par cette fleur, et une pivoine par une pivoine. Or, en disant « cette fleur est une pivoine », par ailleurs, j'accomplis un acte illocutoire qui consiste, par exemple, à donner une information à ma fille aînée qui me demande à quoi ressemble une pivoine. Cette fleur est une pivoine. Ou bien, peut-être que j'accomplis un autre acte qui consiste à dire à mon fils quel est le nom de la fleur qu'il me montre. C'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, qu'est-ce que c'est que cette fleur? Je dis cette fleur est une pivoine. Ou si ma fille me dit qu'est-ce que c'est qu'une pivoine et je dis cette fleur est une pivoine, c'est pas le même acte en fait. Donc une description, une affirmation peut constituer deux actes différents, et bien d'autres encore. Bon, je m'apaisantis pas. Enfin, en affirmant que cette fleur est une pivoine, je peux accomplir un acte perlocutoire qui consiste à fâcher ma Benjamine, qui a 2 ans, je donne pour le contexte, qui était persuadée que cette fleur ne pouvait être qu'une fleur. Je me dis, c'est quoi ça? C'est une fleur. Je dis, c'est une pivoine. Non, c'est une fleur. Quand je lui dis cette fleur est une pivoine, je la fâche, je la mets en colère. C'est un effet perlocutoire. Et ce n'est pas du même ordre que l'acte illocutoire. Alors, il existe tout un tas de références, si ça vous intéresse, pour préciser ce cadre. Mais j'avance un petit peu. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? Notre objet est constitué par les actes d'énonciation qui, en droit, peuvent être évalués selon leur capacité à décrire ou non le monde de manière adéquate, à énoncer les faits de manière correcte, au sens où leur incorrection ou leur inadéquation sur ce plan peut constituer à nos yeux une faiblesse, un manque qui peut aboutir à leur invalidation. Ce qui révèle, par la négative, que cette visée de correction et d'adéquation constituait bien l'une de leurs raisons d'être, l'une des finalités essentielles de ces actes, et donc l'un des éléments essentiels de leur définition. J'y reviens dans un instant. D'un point de vue austinien, notre objet d'analyse, ce sont donc des actes illocutoires, dotés d'une fonction particulière, qui serait de décrire le monde adéquatement, d'énoncer des faits de manière correcte. Des actes illocutoires véridictifs, peut-on dire, et plus précisément, puisque c'est cela qui, en réalité, permet de les définir dans leur spécificité, leurs conditions de réussite. Là, il y a vraiment un point à comprendre, c'est que travailler sur ces conditions de réussite, et donc d'échec, doit nous permettre d'étudier très précisément ce qui est considéré comme consubstantiel, comme essentiel à ces actes, et donc aux fonctions, donc d'étudier précisément aussi les fonctions qui sont censées remplir, les faire apparaître. Si la non-satisfaction d'une condition rend un acte nul, vide, vain, c'est bien parce que l'on considère que cette condition est essentielle à ce en quoi consiste cet acte, que l'on touche là à sa raison d'être, à la raison même de l'action que l'on était en train d'opérer. Ne pas satisfaire cette condition, c'est un échec. Étudier les conditions de félicité des actes de véridiction juridique doit donc nous permettre de toucher au cœur de ce en quoi consistent ces actes, de leur raison d'être, de leur fonction, de leur fin. Adopter cette perspective, cela doit permettre véritablement de penser la véridiction juridique, les véridictions juridiques, dans la réalité et l'authenticité de leurs usages. Donc pour finir, permettez-moi donc de présenter brièvement le cadre théorique qu'Austin consacre précisément à cette question des conditions de réussite des actes illocutoires. Et donc la manière dont on va pouvoir essayer d'appliquer ce cadre théorique aux conditions, à l'analyse des actes illocutoires véridictifs en droit. L'idée est bien d'éprouver ce cadre théorique au contact du droit. Quelles sont les perspectives de recherche que l'on peut ouvrir ainsi? Quelles hypothèses cela entraîne-t-il? Quelles questions cela pose-t-il? Et éventuellement, cela évidemment peut nous entraîner à contester ce cadre, ou en tout cas en penser l'inadéquation ou l'imprécision, ou en tout cas le mettre à l'épreuve véritablement. Ce cadre, de ce point de vue-là, ne doit pas être pensé comme contraignant, c'est une première manière de poser le problème. Donc, voici, pour commencer, les conditions de réussite de l'acte illocutoire selon Austin. Donc là, vous pouvez retourner votre page, c'est la citation 5. Donc, les conditions de réussite de l'acte illocutoire selon Austin. Condition A1. Il doit exister une procédure conventionnelle reconnue, produisant un certain effet conventionnel. Et cette procédure
doit inclure la prononciation de certains mots par certaines personnes dans certaines circonstances. Par ailleurs, A2, dans chaque cas, les personnes et les circonstances particulières doivent être appropriées à l'invocation de la procédure particulière qui est invoquée. B1, la procédure doit être exécutée par tous les participants, à la fois correctement et B2 complètement. Gamma 1, j'aurais dû dire alpha, bêta, mais bon, disons G1. Lorsque cela est souvent le cas, une procédure est destinée à être utilisée par des personnes ayant certaines pensées ou certains sentiments, ou à conduire à l'adoption d'une certaine conduite de la part des participants. Alors, une personne qui prend part à la procédure ou qui l'invoque doit effectivement avoir ses pensées et ses sentiments. Et les participants doivent avoir l'intention de se conduire de cette manière. Par ailleurs, gamma 2, ils doivent bien se comporter de la manière adéquate par la suite. Et à ces différentes conditions de réussite correspondent différents types d'échecs. Vous avez un très mal reproduit, j'en suis désolée, un petit tableau qui présente de manière synthétique ces différents types d'échecs. Alors Austin appelle ratés les infélicités qui touchent aux conditions A1 à B2. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pour conséquence que l'acte de discours est tenté, mais qui n'est pas mené à bien, qui n'est pas réussi. L'acte est alors nul, sans effet. Les deux cas A, les mauvaises invocations, c'est-à-dire respectivement ce que Austin appelle parfois non-lieu, dans le tableau il y a un point d'interrogation, mais parfois il dit non-lieu, et mauvaise application, désignent les cas où la procédure n'est pas bien invoquée. Soit elle n'existe pas, soit elle existe, mais elle ne peut pas être invoquée de cette manière-là. Avec les deux cas B, donc qui correspondent aux conditions B1, B2, on a deux échecs possibles, mauvaise mise en œuvre et donc anomalie et inachèvement. Dans ce cas-là, la procédure est bien en ordre, mais nous avons du mal à l'appliquer. Par ailleurs, Austin appelle abus les infélicités gamma 1 et gamma 2, insincérité et violation infraction, lorsque l'acte est bien accompli, mais que son accomplissement, compte tenu des circonstances, est un abus de procédure. L'acte n'est pas nul ni vide, il est vain et prétendu, c'est-à-dire non achevé. Si l'on suit le cadre théorique proposé par Austin, les différents types de ratés de la véridiction juridique peuvent donc relever soit d'un défaut de procédure adéquate, quand il n'y a pas ou plus de règles applicables, soit d'une invocation inadéquate, quand les règles existantes sont hors de propos ou inutilisables, ce qu'Austin qualifie respectivement donc de non-lieu et de mauvaise application. Soit enfin, troisième cas de figure, d'une mauvaise mise en œuvre de la procédure existante, quand les règles existantes sont mal ou insuffisamment utilisées par certains participants ou participantes. Alors, la pertinence d'intégrer à notre réflexion les échecs relevant de la catégorie de l'abus, la catégorie gamma, pourra éventuellement être discutée. Cela permettrait d'explorer l'ensemble de la grille proposée par Austin, mais il nous semble a priori que mensonge et infraction s'éloignent de notre problématique, au sens où il s'agit moins avec eux de la façon dont la vérité intervient en droit que des mésusages que font les individus des règles applicables. Mais, cependant, on pourrait trouver là une manière de révéler, encore une fois, ce que les pratiques révèlent de la vérité en droit. Donc, on pourrait laisser cette question ouverte. L'un des buts de ce nouveau cycle du cycle est d'éprouver, donc, positivement et négativement, la pertinence et la fécondité heuristique de cette typologie, en la mettant à l'œuvre au contact du droit, donc sans forcer l'entrée des interventions dans la grille d'Austin. L'idée, donc, étant de garder cette dernière comme une hypothèse à nourrir, à éprouver, à préciser collectivement. Rappelons en outre qu'au-delà de la description des conditions de la véridiction, nous souhaitons examiner les raisons de ces conditions, examiner le comment et le pourquoi du comment. Angle de réflexion incontournable pour s'interroger sur les raisons pour lesquelles la vérité se trouve prise effectivement dans tel ou tel usage juridique, et donc sur ce qui est attendu d'elle, en telle circonstance, dans tel contexte, avec tels interlocuteurs. Manière, encore une fois, de contextualiser la vérité sans la nier, de la dédogmatiser sans l'éliminer. Voilà, vous connaissez maintenant notre proposition. On vous a soumis les constats, 3 constats que nous tirons du travail collectif mené ici depuis 3 ans. Les juristes détiennent une connaissance et une pratique particulière de la vérité en tant que construction, premièrement. Du fait que cette construction variable n'en fait pas une discrétion arbitraire, deuxièmement, sachant en outre, troisièmement, que la vérité n'est pas un objectif premier du droit. On vous a ensuite exposé en quoi la théorie du droit nous paraît aussi consensuelle que frappée d'un peu, à tout le moins, d'indétermination à ce propos. Le droit, c'est du langage, ok, la vérité en droit est construite, d'accord, mais donc,
En quoi, dans quel cadre, pourquoi, avec quels objectifs, quelles fonctions, etc. Ça, c'est pas très déterminé. Ensuite, on vous a proposé, Jeanne-Marie vient de le faire, des objectifs affinés pour notre travail collectif. À titre principal, nous voulons vous inviter à comprendre ou à contribuer à comprendre, à partir des règles et des pratiques juridiques, ce que signifie établir la vérité en général. C'est-à-dire, pour citer Jeanne-Marie, l'objectif est ici de déployer une pragmatique de la véridiction juridique. Ce faisant, et donc à titre moins principal donc, il nous semble que 2 autres objectifs seraient poursuivis. Ce travail pourrait nous mener à connaître mieux la façon dont la vérité s'articule aux fonctions et aux objectifs du droit. Ça, c'est d'intérêt premier pour les juristes, me semble-t-il. Quel rapport entre les objectifs et les fonctions du droit, d'une part, la vérité, d'autre part. Ce travail, dernier sous-objectif, devrait aussi nous permettre, et ça intéressera les philosophes du langage au moins autant, voire plus que les juristes, me semble-t-il, ça devrait nous permettre de mesurer à quel point les hypothèses de John Langshaw Austin, toujours présentées comme si justes et si liées au droit, sont effectivement vraiment adéquates, suffisantes, révélatrices pour penser la véridiction juridique. On présente toujours son travail comme très fortement pertinent au droit, mais au fond, est-ce exact et si oui, dans quelle mesure? Très concrètement, ça pourrait mener à plusieurs types de contributions. Clairement et très certainement, il s'agira pour nous de comprendre en profondeur ce que signifie une pragmatique de la véridiction. Donc en gros, de nous former, comme Jeanne-Marie vient de commencer à le faire, tu essuies les plâtres, n'est-ce pas, de nous former aux propositions philosophiques qui sont consacrées à cette idée de la véridiction et en particulier d'une pragmatique de la véridiction. Donc c'est comprendre et de connaître mieux ces propositions philosophiques, leurs inflexions aussi, et donc d'inviter celles et ceux qui viendraient nous les présenter, à les présenter, mais aussi à faire l'effort de parler aux juristes parmi nous en mettant leurs réflexions à l'épreuve du droit tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est conçu, tel qu'il est pratiqué en tout cas. Par ailleurs, il s'agirait d'inviter les juristes à interroger ou réinterroger leurs pratiques et les canons de leur discipline à l'aune de la grille d'analyse que vient de nous proposer Jeanne-Marie. Donc pour le dire trop vite, d'essayer de faire dialoguer d'une part cette pratique juridique ou ces canons juridiques avec d'autre part les ratés actuels, surmontés de la véridiction juridique. Donc l'idée n'est pas de forcer, comme l'a dit Jeanne-Marie, les idées ou les pratiques juridiques dans le cadre austinien, dans un exercice qui serait certainement très artificiel, mais bien de comprendre pourquoi, en quoi, où ça rate quand il s'agit de dire la vérité en droit, alpha, bêta, peut-être gamma, pour reprendre, et qu'est-ce que ça nous apprend sur le droit et éventuellement sur la pertinence des hypothèses austiniennes. Alors pour le dire de façon, on a essayé de prémâcher un peu le boulot, pour le dire de façon très concrète aux juristes, il nous semble que quand on commence à s'intéresser à la véridiction juridique et sans entrer dans l'effort conceptuel de lien exact avec, ou plus précis avec Austin, il nous semble que la véridiction juridique, elle peut rater, elle peut coincer en lien avec le quand, en lien avec le par qui, en lieu avec le où et en lieu avec le comment la vérité est dite. Alors, à propos des situations où la vérité coince en lien avec le quand, à la véridiction, pardon, en droit. Parfois ça coince avec le quand, et à cet égard-là, on a pensé qu'il serait intéressant de se demander, finalement, quel type de vérité est mise en œuvre, ou est recherchée, ou est critiquée, par les balisages temporels qui sont imposés au procès. Pensons aux exceptions qui doivent être soulevées in limine litis, pensons au délai raisonnable, pensons à la prescription, autant de balisages temporels qui sont posés pour les procès, qui donc ont un lien avec la véridiction, et selon ces balises, parfois on est dedans, parfois on est en dehors, parfois ça sera vrai en droit, parfois ça ne sera pas admissible comme une vérité juridique. Qu'est-ce qui se joue là dans le cadre donné à la véridiction juridique ? La véridiction, elle nous paraît aussi, ou elle a paru du moins à certains égards, coincée avec le qui, parfois. Par exemple, on pourrait se demander quel type de vérité est mise en œuvre ou est recherchée dans les auditions d'enfants ou d'incapables. Pourquoi est-ce qu'on a fait évoluer les procédures à cet égard ? Vous connaissez les contextes dans lesquels vont être auditionnés un enfant, des mineurs, etc. Mais quel est l'objectif là de véridiction ? Quel était le problème en rapport avec la véridiction ? Qu'est-ce qu'on a entendu ? Comment est-ce qu'on a entendu le régler ? Avec quel résultat ? Même question en rapport avec le qui, nous semble-t-il, quoique les procédures n'aient pas aussi clairement évolué en la matière, on peut penser aux formulaires qui sont à remplir, aux pièces qui sont apportées,
par les personnes, les étrangers et les étrangères qui sollicitent un titre de séjour. C'est des exigences procédurales qui sont souvent mal comprises, qui ont des conséquences parfois très lourdes sur la procédure. Il faut remplir un formulaire, il faut produire une pièce quelconque ou des pièces qui vont dire une vérité dans un certain cadre, sans doute ayant des fonctions, des objectifs particuliers, qui sont parfois pas bien comprises. Ça coince. Pourquoi? Sans doute en rapport avec le qui l'a dit, ou en tout cas le qui le demande, le qui parle, le qui pose le cadre, le qui le remplit. La question se pose aussi, toujours en rapport avec le qui, nous semble-t-il, et à un tout autre égard, à propos du poids qui est reconnu, qui est dénié aux théories scientifiques dans le processus judiciaire, ou, encore autre chose, à l'aveu. De nouveau, la question est qui parle, qui dit, j'avoue, ou je sais, tel ou tel élément scientifique, quel poids cela a-t-il dans les procédures judiciaires? On en a déjà parlé depuis 2022, il nous semble que ça pourrait être intéressant de revenir, même brièvement à ces questions, pour s'interroger sur ces enjeux en termes de véridiction. Enfin, toujours, et pas seulement de vérité donc, enfin, toujours, à propos du qui dit la vérité, on peut s'interroger sur le fait que toutes et tous les justiciables ne semblent pas poser des paroles auréolées de la même crédibilité. Donc là, on entrevoit un retour sur les critiques classistes et féministes, les justiciables pauvres, les justiciables non masculins, non masculines, ne disent pas la vérité aussi bien que les autres. Comment le penser? Alors ici, on est évidemment dans la pratique beaucoup plus que dans le cadre explicitement juridique. Una Lemeur nous en parlera sous peu. Outre un lien donc avec le quand, balisage temporel du procès, avec le qui que je viens d'évoquer, la véridiction, elle nous paraît aussi coincée en droit, et selon les juristes, parfois en lien avec le où. Quel type de vérité est-elle mise en œuvre? Est-elle recherchée? Est-elle critiquée dans les procédures en visioconférence et dans les analyses à ce propos, notamment par exemple pour les détenus? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on veut faire en termes de véridiction? Puis d'autres exemples, des situations d'incommunicabilité, quand ce qui a été dit quelque part ne peut pas être répété ailleurs. Secret professionnel, par exemple, protection des données, protection de l'anonymat. Comment penser ces différents espaces? Eh bien, où la vérité est dite. Quid aussi des variations culturelles? Comment est-ce qu'on peut comprendre, que soient si bien admises visiblement, les différences entre les systèmes juridiques en la matière? Comment comprendre aussi les entreprises d'harmonisation par les standards, par exemple, entre les systèmes? Donc il y a à la fois une sorte de flegme juridique où des juristes face aux divergences d'un système juridique à l'autre, et en même temps il y a des entreprises d'harmonisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut nous dire des entreprises de véridiction, des pratiques de véridiction en droit? Enfin, il nous semble que ça reste une forme de « ou », il serait vraiment intéressant d'analyser les déclinaisons que connaît la véridiction selon les branches de droit. Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que, et c'est très communément admis, c'est très explicite en droit d'ailleurs, le fait donc que des affirmations soient considérées comme des vérités dans un cadre et pas dans l'autre. Ça concerne la preuve, par exemple, mais pas, enfin en particulier en fait, mais pas seulement. On peut penser à la différence aussi entre responsabilité et culpabilité. Donc là, il me semble toute une magnifique intervention qui pourrait être inventée sur les différences entre civil et pénal, pas seulement d'ailleurs sur le droit de la preuve. Vraiment, comment est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'il y a là à comprendre dans cette pratique installée, admise, écrite en fait dans les textes aussi. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre à partir de la grille d'analyse en termes de véridiction que nous vous proposons. Enfin, après le quand, le où et le par qui, la véridiction, elle nous semble aussi coincée parfois en lien avec le comment. Il nous semblerait vraiment passionnant de déterminer mieux, du moins, quel type de vérité est mise en œuvre, est recherchée ou est critiquée dans le fait qu'on ne plaide pas de la même façon selon les différentes branches de droit. C'est une blague fréquente aux alentours du palais de justice. Les pénalistes y vont avec de l'esbrouf et des grands effets de manche, les civilistes, on ne sait pas très bien, et les publicistes avec beaucoup de notes infravaginales. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de construction de la vérité, de pratique de la vérité plus précisément? De la même façon, toujours en rapport avec le comment, que penser et comment déterminer mieux quel type de vérité est mise en œuvre et recherchée et critiquée quand on exige des solennités en matière contractuelle. Quels sont les enjeux de véridiction qui se logent là derrière? Quels sont finalement ces enjeux de véridiction en lien avec des objectifs de sécurité juridique, de protection des justiciables, en particulier des consommateurs, etc. Quel est l'enjeu en termes de véridiction?
Que penser toujours en termes de véridiction du maintien variable du rituel judiciaire? Que penser toujours en termes de véridiction de l'admission du silence comme faisant foi? Dans quel domaine est-ce que qui ne dit mot consent est d'application? Et qu'est-ce que ça nous dit en termes de dire la vérité? Que penser encore de la réception variable d'une branche de droit à l'autre des mots qui sont prononcés sous l'emprise de substances psychotropes, l'ivresse par exemple, ou encore que penser de ce qui est dit sous pression? Ça nous permettrait sans doute, à partir d'une réflexion sur la véridiction, de réinterroger à nouveau frais ce qui est entendu par l'autonomie de la volonté. Dans un tout autre registre, ça avait été évoqué par notre collègue Norman van der Putten lors d'une réunion informelle, quid des conclusions qui sont issues des processus de blockchain ou plus globalement des décisions posées à l'issue des procédures en vigueur sur les plateformes de justice digitale, pour le dire très très vite. C'est de nouveau une question de comment. Donc vous le voyez, ce qu'on vous propose, c'est un travail qui pourrait en fait durer vraiment très longtemps, plusieurs années, et surtout ça va requérir en fait à la fois la contribution active de philosophes, certainement de juristes aussi, d'autant de personnes férues de théorie ou aux prises avec la pratique. La perspective, elle nous enthousiasme en tout cas vraiment beaucoup, alors on espère vous avoir contaminé et vous avoir convaincu de son importance et de sa richesse, et on vous remercie de votre attention.